Bonjour à tous, merci d'assister à ce topo. Je suis Maxime Aparicio, je suis interne de socle en réanimation à l'hôpital Bicêtre. Et on va discuter aujourd'hui d'un marronnier de la neuroréanimation, à savoir la place de l'antibiothérapie intratécale dans la prise en charge des méningoventriculites en contexte nosocomial. J'ai pour ce travail été encadré par le docteur Manon Séguré, que je remercie d'être ici, et le docteur Pierre-Étienne Leblanc a participé de manière bibliographique à la construction du topo. Donc j'ai besoin d'un peu de votre aide. On va essayer de caractériser déjà d'emblée quelles sont les caractéristiques d'une molécule qui passe efficacement la barrière hémato-encéphalique. Et donc, est-ce qu'elle est petite ou est-ce qu'elle est grosse? Elle est plutôt petite. Hop. Petite donc. Est-ce qu'elle est plutôt hydrophile ou elle est plutôt lipophile? Celle qui passe bien. Elle est lipophile. Plutôt fortement liée aux protéines ou plutôt faiblement liée aux protéines? Plutôt faiblement, c'est assez logique. Du coup, pour ce qui est de l'ionisation, très ionisée, peu ionisée. Elle est peu ionisée. Celle qui bénéficie d'un transport actif, je vous l'accorde, effectivement, elle passe forcément un peu mieux que celle qui n'en a pas. Et pour ce qui est de l'inflammation mélangée, ça a un impact qui n'est pas du tout négligeable. En général, en particulier les molécules hydrophiles passent mieux la barrière hémato-encéphalique en contexte d'inflammation mélangée. Mais donc, du coup, lesquelles sont des molécules qui sont hydrophiles parmi toutes celles-là? Est-ce que vous pouvez sinon me les trouver? Bêta-lactamine, ouais. D'autres idées? Pas facile. Glycopeptide, peut-être? Celle qui commence avec un D. L'adapto aussi. Et les aminosides. Globalement, c'est ceux-là, les hydrophiles. Donc, c'est les grandes stars qu'on utilise le plus souvent. Et maintenant, si on discute un peu taux de complications d'antibiothérapie intratécale, quelqu'un a des idées? On est plutôt dans quel ordre de grandeur? 10. Ouais, plutôt 10 en fait. Plutôt 10 quand même. Donc on va faire ça sur un plan qui est assez simple. On va faire contexte, théorie et pratique. Donc pour commencer donc un peu de contexte. On va discuter des infections post-opératoires neurochirurgicales. Globalement, la neurochirurgie c'est propre. Ça c'est le taux d'incidence sur les infections qui sont surveillées dans les infections de site opératoire, donc 30 jours sans matériel et jusqu'à 1 an en cas de matériel. Donc c'est très bien, sauf qu'en fait quand on regarde un Altmaier, en fait c'est 90% des patients de neurochirurgie, mais c'est pas les nôtres. En fait, nos patients ils sont plutôt de ce côté-là, en particulier parce que des gestes qu'on retrouve régulièrement en termes de neuroréanimation, comme la DVE c'est plutôt déjà 10%, en contexte traumatique sur toute infection post-opératoire on peut aller quasiment à 10-12, et sur la chirurgie septique on peut voir assez souvent, évidemment on est à bien plus que ça. Et donc par exemple une DVE, quand on prend toute infection confondue, on a quand même 11,4 infections pour 1000 jours de drainage, sachant qu'un patient la garde en général une dizaine de jours, ce qui nous fait peu de choses près, il y a un patient sur 10 qui présente une infection sur DVE. Et quand on discute des craniotomies, toute infection, toute profondeur comprise, on approche quasiment de 10% dans les plus mauvaises séries. Il y a tout un contexte évidemment qui fait que les patients sont beaucoup plus sujets à des complications infectieuses, en particulier le contexte d'urgence qui en général multiplie quasiment par 2 le risque d'infection, et le contexte de reprise chirurgicale qui peut être assez récurrent quand même, chez nos patients, fait qu'on s'impacte quasiment jusqu'à 10 fois plus dans certaines séries en termes de risque relatif. Donc la place de l'antibiothérapie intratécale est essentiellement liée finalement à la méningoventriculite nosocomiale, parce que finalement l'infection superficielle c'est une infection superficielle, l'abcès et l'ampième sont des infections qui nécessitent d'évacuer la collection infectée, et donc la méningoventriculite, pour le coup, elle fait poser la question de la place de l'antibiothérapie intratécale. Le diagnostic, il n'est pas forcément univoque, mais donc, globalement, il y a des recommandations quand même qu'on statue il y a quelques années dessus, et donc ça associe globalement une dégradation clinique de votre patient avec tout un contexte septique qui va s'installer, des altérations biochimiques du LCR qui sont variables et d'importance variable en termes de pronostic de valeur prédictive positive. Et puis surtout, il faut une culture positive du LCR, un germe qui est mis en évidence lorsque vous cultivez le LCR de vos patients. Ça, en termes de données, c'est ce qu'on trouve en prospectif en 2015, c'est des chiffres italiens sur 11 centres de neuroréanimation qui ont eu des infections sur DVE. Donc ça, c'est les germes qui sont mis en évidence chez ces patients-là. Donc ce qu'on voit, c'est que globalement, ça serait parti de manière assez équitable entre globalement du cogramme plus et du bacillogramme moins, avec une représentation extrêmement importante des staphylocoques coagulae notamment. Et pour ce qui est des grammes négatifs, plutôt des entérobactéries, un peu de pio et des acénobactères. Les profils de résistance de ces bactéries en France, en tout cas, sur des blocs neurochirurgicaux et sur des suivis de cordes de réanimation ou sur des bactériémies, c'est pas un contexte de neuroréanimation propre, mais on s'aperçoit qu'on est à peu près dans ces chiffres-là. En gros, un staphylocoque doré, il est à peu près
20%, les 20% d'entre eux qui sont résistants à la méticilline, et on a sur les entérobactéries quasiment, dans certaines séries, jusqu'à 28% de résistance au C3G. Et puis en termes d'entérobactéries, EBLSE, classé EBLSE, c'est en constante augmentation en réanimation, mais ça je ne vous l'apprends pas. La méningoventriculite nosocomiale, c'est un problème. C'est un problème parce qu'il y a quand même quasiment 20% de ces patients qui vont mourir en réanimation. Et quand on regarde à la sortie de la réanimation, en termes de pronostic fonctionnel, alors c'est effectivement grévé par la pathologie initiale qui a justifié la mise en place de la DVE, mais on a quand même quasiment 60% de ces patients qui ont un pronostic neurologique qui est catastrophique, avec un taux de dépendance extrêmement élevé. Donc en KIN 4 à 6, et puis évidemment ça coûte de l'argent parce que les patients restent plus longtemps et nécessitent plus de soins. La prise en charge de cette pathologie, en tout cas recommandée, ça varie un petit peu en fonction des continents, comme vous pouvez le voir, mais en tout cas en Europe, c'est des C3G ou du méropenem en première intention, auquel on adjoint éventuellement de la vancomycine. Et puis il y a le retrait du dispositif qui est programmé selon un délai variable. Et donc ce que vous voyez représenté sur la figure, ce sont les principaux antibiotiques utilisés pour ces infections. La taille du point dépend de la masse moléculaire de l'antibiotique. Et donc vous avez le rapport entre le volume de distribution d'antibiotiques en abscisse et le rapport entre la concentration obtenue dans le LCR par rapport à celle du sérum. Donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça c'est pour vous dire que globalement les antibiotiques qu'on utilise ils pénètrent quand même assez mal sur des méninges qui sont des chiffres obtenus en dehors d'un contexte d'inflammation méningée. Et que dès qu'on veut commencer à avoir des spectres extrêmement larges pour couvrir des bactéries très résistantes et qu'on veut notamment commencer à utiliser de la daptomycine, de la colimycine ou de la vancomycine, finalement on doit passer des molécules qui sont d'un volume extrêmement conséquent à travers la barrière hémato-encéphalique. Et donc il y a des facteurs de mauvaise pénétration évidemment, donc la taille de la molécule et inflammation méningée qui est assez modeste quand même dans les contextes de méningoventriculite nosocomiale. Tout ça pour vous dire qu'on a envie de faire de l'intratécal parce que ça nous permet d'obtenir rapidement des concentrations importantes au site même de l'infection. Ça permet du coup d'administrer des molécules qui potentiellement ne seraient pas administrables de manière efficace par le sang. Ça permet dans une certaine mesure, sur des marges thérapeutiques parfois étroites, de passer outre des concentrations qui seraient toxiques au niveau systémique pour obtenir des bonnes concentrations au niveau intratécal. Et puis souvent, c'est quand même des patients qui, pour beaucoup d'entre eux, ont un dispositif d'administration tel que le DVE qui en fait est déjà en place. En tout cas, lorsque ce sont des patients qui sont en contexte neuro-réanimatoire. Et donc le profil type de la molécule qu'on veut utiliser, c'est une molécule qui est hydrophile, bactéricide quand même, plutôt concentration dépendante, on va le voir, de large spectre évidemment, et avec peu de passage de la barrière hémato-encéphalique, parce que sinon, effectivement, c'est quand même plus simple de la passer par les veines. Donc si maintenant on réfléchit un peu à la théorie, on se dit qu'on veut amener des antibiotiques directement dans le LCR et qu'on se demande comment on veut le faire, il faut réfléchir un petit peu à finalement où est-ce qu'on le met déjà. Donc quand on reprend une barrière hémato-encéphalique, vous avez une vue histologique sur la gauche et une vue un peu compartimentale du système intracrânien sur la droite. L'infection, elle se situe dans la méningoventriculite au niveau du compartiment liquide céphalorachidien. Et donc ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on met beaucoup d'antibiotiques dans le sang et qu'on espère que ça va un peu passer la barrière hémato-encéphalique pour obtenir des concentrations au niveau du LCR. En sachant qu'on a vu que les bonnes molécules sont plutôt des lipophiles qui ont tendance à beaucoup diffuser dans le compartiment extracellulaire mais intratécal et intracellulaire dans toute la microvillie des neurones sur le cellules. Alors que lorsqu'on fait l'intratécal et qu'on met par exemple un hydrophile, donc on va le poser directement dans le liquide céphalorachidien et il va très peu diffuser finalement en termes de volume de distribution, ça va peu de choses près se cantonner au liquide céphalorachidien et pas tellement concerner les autres compartiments, donc on va rapidement avoir des bonnes concentrations. Le LCR a toute une circulation que vous connaissez, donc que vous voyez globalement représentée dans les grandes lignes sur les vidéos. Il y a un volume ventriculaire, c'est 150 ml, c'est à peu de choses près renouvelé 3 fois sur 24 heures. La production n'est pas complètement constante au cours du nictémère, et il y a des facteurs notamment pathologiques qui peuvent faire qu'elle peut varier au cours du temps, et il faut bien se dire que là ce que vous voyez représenté c'est un flux net en fait, qui sont faits vraiment le gros plan, mais qu'en réalité il y a des oscillations de la colonne de liquide qui vont se faire au fur et à mesure des cycles cardiaques et des cycles respiratoires notamment. Et puis la résorption, vous le savez, elle se fait du coup au niveau des sinus veineux, comme vous avez pu voir sur la vidéo. Donc maintenant qu'on se dit qu'on veut mettre notre antibiotique, la question c'est de savoir par où. On a à peu près 2 solutions finalement qui sont facilement réalisables en clinique. Il y a l'administration intraventriculaire, donc je dirais par le haut, une DVE ou un réservoir d'Omaïa. L'Omaïa, c'est surtout des dispositifs de cancérologie, on administre des chimiothérapies intratécales, c'est ce que vous voyez représenté à gauche, ou en intratécal, du coup c'est plutôt par lombaire, c'est soit une PL, soit une DL. Il y a des études qui sont intéressées à savoir
si ça diffusait plus ou moins bien dans un sens ou dans l'autre, notamment celle-ci, c'est une étude de pharmacocinétique qui est un peu ancienne, mais qui malgré tout sur les aminoglycosides dans l'intratécal chez 7 enfants en prospectif, mesurait les concentrations obtenues en fonction du site d'administration, entre 5 et 10 mg sur chaque molécule, et dosées dans les différents compartiments. Le message principal, c'est que globalement, il vaut mieux mettre en ventriculaire si on veut uniquement obtenir des concentrations homogènes, parce qu'on voit que lorsqu'on injecte donc en lombaire, qui est la figure de gauche, on obtient très vite des très bonnes concentrations au niveau lombaire, mais que la concentration ventriculaire, qui est la colonne verte, elle ne monte pas vraiment. En fait, on a beaucoup de mal à remonter la colonne du foulinet, on a beaucoup de mal à obtenir des bonnes concentrations ventriculaires lorsqu'on injecte au niveau lombaire, alors qu'à l'inverse, quand on injecte directement en intraventriculaire dans la droite, on a rapidement des bonnes concentrations au niveau ventriculaire, ce qui était attendu, et on a également rapidement une homogénéisation du système avec des concentrations lombaires qui sont rapidement équilibrées, qui sont rapidement efficaces. Une fois que la molécule elle est dedans, elle va du coup avoir un circuit d'élimination et d'équilibration en termes de secteurs, et donc il y a globalement la même dichotomie hydrophile-lipophile qui peut se faire. Les hydrophiles vont se distribuer surtout dans le LCR, elles vont s'éliminer essentiellement avec le LCR, qui se renouvelle du coup qui renouvelle 3 fois le volume ventriculaire par jour, on l'a vu. Et on a l'impression quand même qu'il y a une certaine saturabilité d'élimination. Pour ce qui est des petites molécules et des lipophiles, donc ça aurait plutôt tendance à diffuser dans tous les compartiments intracrâniens, avec des demi-vies qui sont parfois extrêmement courtes, et il y a même quelques systèmes d'efflux actifs qui sont suspectés. Et en termes donc, de saturabilité, ce qu'on peut voir, c'est ça, c'est une assez jolie étude, c'est les chinchillas qui ont bénéficié de l'administration intraventriculaire directe ou via le sang d'imipenem, donc les molécules qui sont hydrophiles, 0,7 mg/kg, soit dans les ventricules cérébraux, soit au niveau sanguin. Et quand on regarde ce qu'on obtient en termes de concentration tissulaire et en termes de demi-vie, on s'aperçoit qu'on a des demi-vies qui sont nettement augmentées et des concentrations bien meilleures lorsqu'on administre en intraventriculaire avec une demi-vie dosée dans le LCR. Donc ça, c'est les concentrations obtenues au niveau cérébral, au niveau du parenchyme dans le LCR. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une demi-vie d'élimination de la concentration dans le LCR, qui est de 43 heures avec des grosses concentrations obtenues en intraventriculaire, par rapport à 14 heures lorsqu'on attend juste une diffusion via le sang, qui a probablement un effet un peu saturant. Combien on en met? Parce que la bactériologie, c'est un peu ça. L'idée, c'est d'obtenir une concentration donnée à un site infecté. Ce que préconisent les recommandations de 2017, qui reconnaissent eux-mêmes avoir assez peu de données là-dessus, c'est viser 10 à 20 CMI finalement. Sauf que si on veut obtenir une concentration, il y a un contenu, et l'antibiotique qu'on administre, mais il y a quand même le contenant. Il y a des questions, notamment le volume du système ventriculaire en lui-même. Ce qu'on voit, c'est que, notamment sur cette iconographie, chez nos patients, ça peut être des volumes qui sont extrêmement variables, avec du coup, des systèmes qui peuvent aller globalement de quasiment 90 ml pour les plus petits, avec des occlusions complètes de ventricules en lien avec des caillots, et jusqu'à parfois 500 ml quasiment chez des patients qui sont très hydrocéphales chroniques. Et donc évidemment, ça doit modifier les posologies qu'on met si on veut viser une concentration cible. Donc probablement qu'il faut adapter donc, la dose qu'on administre au volume du système ventriculaire si on vise une concentration, et il faut évidemment se poser la question du volume dérivé par jour. Parce qu'un patient chez qui on élimine 250 ml de LCR par jour va forcément avoir un volume total du système qui est appréhendé un peu différemment. Et maintenant, si on réfléchit juste avant de se décider à émettre des toxicités qu'on reconnaît, les recommandations les mêmes disent ça. Elles disent que finalement, il n'y a pas vraiment de toxicités qui sont retrouvées, qui sont à la fois graves et irréversibles. Donc, la seule jolie étude qui s'intéressait à ça, c'est cette étude de Brotis. C'est 2019, il a repris tous les papiers qui monitoraient, c'est du rétrospectif, tous les papiers individuels, qui monitoraient les effets indésirables obtenus chez les patients qu'on traitait pour des méningites à gram négatif. Donc il a pris 23 articles, 2 cohortes, 21 séries de cas, quand même quasiment 230 patients. Et ce qu'on voit, c'est ça. C'est que déjà, il n'y a pas d'inoculation qui est mise en évidence. Lorsqu'un germe identifié, on n'a pas retrouvé d'autres germes en cours de traitement, alors qu'on a administré un produit en intratécal. La deuxième chose, c'est qu'en termes de taux de complication globale, ce qu'on a dit, on est plus autour de 10-11%, ce qui est à mettre en rapport quand même avec un taux de complication tout compris de l'antibiothérapie IV, qui est autour de 9 à 18% en fonction des papiers. Ce qu'on voit sur la figure, pour le coup, c'est qu'il n'y a pas vraiment de molécule qui est franchement plus concernée que les autres par ces taux de toxicité, en particulier les molécules les plus utilisées, que sont la colistine, donc en rouge orangé, et la gentamicine, qui sont en vert.
on n'a pas l'impression qu'il y a franchement une molécule qui se détache, et en termes de type de toxicité, on a essentiellement donc de la commercialité dont on n'est pas complètement certain de la dose dépendance. Il y a des méningites aseptiques, c'est-à-dire que le patient va mieux, il n'y a plus de germes dans le LCR, on a un taux de leucorachie qui continue de monter. Et puis il y a évidemment des céphalées, quelques radiculopathies, mais tout ça, c'est globalement des choses qui sont assez résolutives facilement. Et donc maintenant qu'on a décidé de qu'est-ce qu'on mettait, combien et selon quelle technique on allait l'adapter, on va essayer de le mettre chez nos patients. Et donc quand on s'intéresse au cadre biologique, globalement, on a vu qu'on peut globalement couper les patients entre ceux qui ont des VGN et ceux qui ont des glucidrates plus, donc c'est ce qu'on va faire ici. Et donc quand on regarde tout venant, donc tout germe compris, tout antibiotique administré dans les ventriculites à VGN, si l'antibiotique intratécal ça fonctionne, mais ce qu'on voit c'est ça. Sur un outcome de mortalité, la plus jolie étude qu'on a, en tout cas que j'ai trouvée, c'est celle-ci. C'est une cohorte rétrospective qui est nichée, c'est deux centres israéliens qui ont pris en charge 95 patients pour des infections de ce type, dont 37 ont été traités de manière intraventriculaire, et ils sont matchés ces patients selon un propensity score pour obtenir deux groupes avec un randomized like à la sortie, ce qui fait qu'on obtient à peu près 25 patients par groupe. Et ils ont comparé les taux de mortalité, et la réponse est celle-là. On a une mortalité qui est nettement diminuée chez les patients qui ont bénéficié d'une administration d'antibiotiques intratécales alors qu'ils étaient second matching, à peu près comparable avant. En termes d'outcome bactériologique, ce qu'on observe, c'est ça, c'est que sur ce papier, qui pareil est quasiment ce qu'on a de mieux en termes d'études qui a monitoré véritablement en prospectif des recueils de données de stérilisation, sur 127 patients traités, il y avait 15 qui ont repris de l'antibiotique intraventriculaire. On s'aperçoit qu'on a une réduction du délai de stérilisation du LCR, du moitié. Globalement, on les stérilise en une semaine, alors que chez les patients qu'on traite uniquement par voie IV, il faut quasiment 15 jours pour réussir à stériliser les cultures de LCR. C'est un effet de stérilisation. On a l'impression qu'on stérilise un peu mieux, et c'est globalement ça dans la figure qu'il y a ici, sur cette jolie méta-analyse qui montre qu'à peu près tous les papiers réussissent à montrer qu'on stérilise un peu plus vite, ou un peu plus de patients. Deux, trois petites choses, notamment sur les germes qui sont du coup... il y a une dichotomie qui se fait en fait en termes de population sur les germes résistants au PNM ou les germes qui ne sont pas résistants au PNM. Ce qu'on voit dans les méta-analyses, et en particulier celle-là, c'est que les patients qui ont des germes qui sont résistants au carbapenem, globalement bénéficient grandement, notamment sur la mortalité et l'outcome bactériologique, de l'administration d'une antibiothérapie intraventriculaire. Et que les patients qui sont avec des germes classés sensibles au PNM ne semblent pas vraiment en bénéficier. C'est peut-être un résultat qui est à mettre en relief avec le fait que les principales données qu'on a, c'est des données qui sont rétrospectives, et qu'un patient qui a un germe sensible au PNM on traite par intraventriculaire, c'est probablement un patient qui a déjà 10 jours d'échappement sur une méningite à VGN. Donc en fait, le pronostic est déjà fait au moment où on a. En termes de pharmacologie pure, quand on parle d'efficacité dans les ventriculites à VGN, la molécule la plus citée, c'est la colistine. Et on trouve à peu près ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'on obtient des meilleures concentrations, on a une concentration qui s'équilibre assez vite, en 2 à 5 heures, comme on l'avait vu, et qu'on arrive à obtenir des multiples de CMI, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on administre en IV, et qu'on arrive à maintenir ce multiple au moins une fois de la CMI sur quasiment les 24 heures. Le papier que vous avez à côté, c'est une étude de pharmacologie en prospective, 13 patients, et globalement 3 groupes. Ce qu'ils ont montré, c'est que les patients qui recevaient de la colistine en systémique, et chez qui on dosait dans le LCR, les patients qui recevaient en systémique pour autre chose qu'une infection mélangée, avaient un taux de pénétration de la colistine qui était médiocre, à peine 7%, que ceux qui avaient une ventriculite, donc qui avaient DVE-IV, et qui étaient traités en IV, donc IV seul, avaient une pénétration qui était guère meilleure, de l'ordre de 11%. Et quand on regarde les patients qui bénéficiaient du coup de l'IV et de l'intratécal, alors qu'ils avaient une ventriculite, on s'aperçoit qu'on a des rapports qui sont bien meilleurs en termes de concentration, et qu'on arrive à obtenir les CMI, les multiples de CMI chez ces patients, ce qui n'est pas le cas pour les deux autres groupes. En termes de rythme, s'il faut donner une idée de combien de fois il faut le mettre, plutôt une fois par jour. Pourquoi ? Parce que c'est ce que les gens ont fait, et qu'on a quelques signaux faibles chez quelques cas rapportés de patients qui a priori resteraient positifs plus longtemps en termes de culture de LCR si on l'administre plutôt une fois tous les 2 à 3 jours. Et puis en termes de demi-vie observée, de l'ordre de 4 à 12 heures, on a l'impression qu'on arrive très raisonnablement à garder des multiples de CMI en administrant une fois par jour. La question de maintenir une antibiothérapie IV se pose là de la même manière. La plupart des papiers rapportent des patients qui avaient de l'IV en concomitant, et donc que ce soit la même molécule ou non, il vaut probablement mieux
bactériologique. Quand on regarde dans les coxigrammes plus, on a un peu moins de données, en particulier sur la mortalité et l'outcome bactériologique, et la réponse elle est assez simple, c'est que la plupart des jolis papiers, en fait, ils ont à peu près stérilisé le LCR de tout le monde, et ils ont à peu près guéri tout le monde. Donc on n'a pas réussi à montrer de bénéfices évidents en termes de mortalité, notamment cet essai de 2003 qui traitait 10 patients pour une infection à staphylocoque, une venticulite à staphylocoque, soit de la vancomycine en IV, soit de la vancomycine, c'était 10 mg en intraventriculaire, et donc globalement, il n'y a pas de différence entre les groupes en termes de pronostic de mortalité ou de stérilisation. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est qu'on a l'impression qu'avec de la vancomycine dans le coxigramme plus en intraventriculaire, on est un peu meilleur sur le profil bactériologique, le profil biochimique du LCR. Donc ce papier, c'est un analogue de la vancomycine qui est essayé, c'est de la vancomycine avec un groupe en méthyle de moins. Ils essayent de randomiser pour le coup, c'est l'un des seuls qui est randomisé pour de bon. Ils essaient de comparer du coup leurs patients. Ils ont 12 patients dans chaque groupe. Le premier groupe, il le traite uniquement avec cette molécule en IV, et l'autre, la dose est répartie avec un tout petit peu la dose, on sait que 16 mg par 1800 en intraventriculaire et 800 le reste en intraveineux. Ce qui montre, c'est ça. Je vous la cite surtout parce que c'est la principale qui a randomisé, c'est une des plus récentes. Donc on voit que les tendances de baisse de la Korachi, qui est la première figure en rouge, sont un peu plus rapides à la décroissance chez les patients traités par intraventriculaire. Il faut à peu près 14 jours pour ne plus avoir de Korachi, alors qu'il en faut quasiment 25 dans les patients qui sont traités par IV seul. Et pour traiter la protéinorachie, pareil, on a l'impression qu'il y a une tendance d'amélioration qui est un peu plus rapide. Et c'est ce qui est exprimé de toute manière avec des airs sous la courbe de ces paramètres dans les 7 premiers jours. Et puis en termes de pharmacologie, on retrouve ce qu'on attendait. C'est-à-dire que 20 mg, qui est une petite dose, parviennent à maintenir des CMI de la même manière, ou des multiples de la CMI, des germes ciblés au cours d'une IPMR sans trop de difficultés. Pour le coup, la vancomycine, on a l'impression qu'il n'y a pas de bénéfice à mettre de l'IV en même temps, parce qu'a priori, on a les mêmes résultats qu'on les. Les aminosides, qui sont une autre classe très utilisée, qui permet beaucoup de répondre à la question de biomarqueurs, se situent un peu entre les deux en termes de résultats. C'est-à-dire que sur le BGM, on a l'impression qu'en termes de mortalité, on fait aussi bien que la cholestine, sous réserve d'avoir des posologies administrées raisonnables, et qu'en termes d'outcome bactériologique et de pharmacologie, on obtient les mêmes types de résultats. Et qu'en particulier, on a peut-être une amélioration biochimique du LCR qui se fait également un peu plus rapidement. Plutôt de l'amicacine que de l'agenta, et un peu moins de résistance, semble-t-il. Mais ça, c'est plutôt une question de pharmacologie. Maintenant, on a décidé ce qu'on mettait, combien de fois on le mettait et à quelle fréquence on le mettait. La question, c'est combien de temps, notamment la durée, la quantité de traitement, ce qu'on voit quand on prend la cholestine en intratécale qui a été faite. Donc ça, c'est des revues de cas qui ont été échelonnées selon le nombre de patients et la dose reçue par jour. En fait, on voit que c'est très hétérogène, et donc quand on réfléchit un peu différemment et qu'on essaie de regarder soit en durée de traitement, le nombre de patients traités et guéris surtout, ou en dose cumulée, on s'aperçoit qu'on a l'impression d'avoir un effet pour la cholestine qui se fait à peu près autour d'une semaine de traitement minimum, ou autour de à peu près 1 700 000 unités, ce qui correspond en gros à 10-12 jours de traitement. Donc on n'a pas de vraies informations, de vraies données prospectives jolies, propres, qui nous permettraient de savoir un peu précisément ce qu'il faudrait faire, mais probablement qu'on tourne dans ces ordres de grandeur-là. Un peu plus d'une semaine, un peu moins de 15 jours. Évidemment, quand on prend en charge ces thérapeutiques, se pose la question des thérapeutiques adjuvantes. Donc le retour du dispositif, on en a parlé, de la fibrinolyse pour éventuellement permettre d'améliorer les problèmes de rhéologie du LCR, voire la neuroendoscopie dans certains cas. Et puis les dosages de concentration et le monitorage des concentrations dans le LCR, c'est une question qui est pas facile. On a l'impression qu'on ne fait pas vraiment mieux, en fait, parce que déjà on ne sait pas forcément exactement quelle concentration on vise. Et puis la notion de temps, de concentration dépendance dans le LCR, c'est quelque chose qu'on approxime à partir du sang, mais en fait c'est une approximation qu'on fait, pas complètement certain. Et probablement qu'il faut doser les antibiotiques dans le LCR qu'on administre si on n'est pas efficace, mais que si on est efficace, ce n'est pas la peine de le faire. Et donc si on resitue maintenant l'antibiothérapie intraventriculaire dans la prise en charge de la ventriculite, on obtient à peu près ça. Donc en gros, la dichotomie BGM coxigramme plus, pour les coxigrammes plus, en fonction de la sensibilité ou non à la vancomycine, probablement qu'il faut mettre
de la vancomycine ou du linezolide en restant dans l'IV, et que l'indication ferme de l'antibiothérapie intraventriculaire, c'est pour les PGN qui sont PNM résistants documentés. Donc là, globalement, on a le choix de molécules, on a à peu près les deux sur la diapositive. Il y a d'autres places, évidemment, qui sont à discuter, notamment les prises en charge de l'échappement thérapeutique des autres modalités de traitement. Et puis, probablement qu'il y a une place qui sera à discuter pour les patients qui présentent des tableaux de ventriculite et qui ont un portage connu de germes résistants et qui ont un tableau grave d'emblée. Étant donné que c'est quand même des patients chez qui on n'aimerait pas laisser évoluer leur méningite AVGN le temps de mettre en évidence le germe qui est résistant et qui pourtant est déjà connu chez eux. Voilà, et donc en termes de synthèse et de modalité d'administration, voilà ce que je vous proposerai. Donc on reprend les indications, les modalités, ce serait selon des protocoles. J'ai repris celui qui est fait ici pour l'actylyse, pour l'administrer via la DVE, donc globalement, voilà ce que je vous propose, une fois par jour, on prélève 5 ml de LCR, on réinjecte notre dose qu'on pourrait adapter en fonction du volume ventriculaire, donc en demi-dose, dose normale, double dose, qu'on dilue dans 4 ml, avec une purge d'1 millilitre de sérum via le robinet proximal de la DVE, et puis on clampe, en gros, 2 heures si possible, et sinon à concurrence de pic plus. Et le monitorage des concentrations, a priori, doit pas se faire. Pas systématique. Voilà.